présente Gosset-Michel, bien connu des vétérans de l'automobile, comme on peut dire dans notre milieu. On a quelques individus un peu dans mon genre, quelques fanatiques surtout, qui partent d'épaves, je dirais plus que des épaves. Permettez que je remette ma casquette, c'est très important parce que je commence à avoir froid au crâne. Et avec la restauration des véhicules anciens, nous sommes quand même les sauveurs du patrimoine, n'est-ce pas? Et donc dans ces conditions, ça demande tous les efforts de recherche et intellectuelle, parce que malheureusement il faut joindre le travail manuel à la réflexion. Et pour ça, il faudrait revenir dans les documents qui permettent de voir dans quelles conditions on récupère les véhicules pour en faire un exposé beaucoup plus appointé. Comment je suis venu à la voiture ancienne? Alors, j'ai connu quelques individus très intéressants. Je me présente chez lui et je vois quelques fragments de bois en forme cintrée, droite, et des tôles oxydées. J'attends que ce monsieur arrive, parce que malheureusement il n'était encore pas présent. Alors il arrive pour me dire, eh ben, je restaure une voiture. Et cette voiture en question, c'était une 402 Peugeot, le même modèle qui est stocké à l'intérieur. Et voilà, donc à partir de là, bah, il faut en refaire une automobile. Voilà. Donc ce monsieur, Raymond Bertrand, est donc l'instigateur et le retour à la restauration. Je suis le coupable. Il y avait deux instigateurs, c'était les deux responsables, Monique et Raymond dans le fond, parce que moi je m'y serais peut-être jamais mis, mais comme Raymond était passionné de voitures, il m'incite à récupérer une Rosanga qui est présente, et en partant de ce principe, eh ben, lui, il était mordu, moi aussi, et puis ça fait 35 ans que ça dure. J'insiste bêtement là-dessus, mais c'est pourtant comme ça que ça s'est produit. Voilà. Monique, elle m'a un peu encouragé, parce que moi, c'était la pêche à la truite, la prospection par magnétisme, bien connue des radiesthésistes, la chasse, et surtout la pêche à la truite, la pêche à la mouche. Quel plaisir de pêcher à la mouche dans l'espace et dans la tranquillité, dans la nature, alors que tout est beau là. Et puis un beau jour, ben voilà, le drame est arrivé. Voilà. Alors le pourquoi et la passion de ces voitures anciennes, la voilà. C'est lui. Non, viens là. Regarde le petit. C'est toute l'histoire de l'automobile entre deux générations. Entre moi et lui, il y a presque je dirais un siècle de voitures dans la passion. Lui, il sera avec les voitures en plastique et moi, je suis encore dans les voitures à base de tôle. Voilà la différence. Et le patrimoine, il est là. Donc, toute l'évolution automobile dépend de trois générations, y compris la tienne d'ailleurs. Voilà. Les carcasses, mais légendaires un peu, parce que tu les retrouves un peu où? Alors ces voitures ont été abandonnées par les propriétaires pour la bonne raison, c'est que dans les années 50-60, on a fait des voitures beaucoup plus fiables économiquement et en plus de ça, fiables aussi dans la résistance mécanique. Donc on a abandonné ces voitures qui étaient les ancêtres par la conception. Et de fait d'une conception, la fiabilité manquait un peu à la page, quoi, quelque part. Donc, entre l'avant-guerre et l'après-guerre, on a sauté du coq à l'âne. Voilà l'explication. Je dirais presque d'un puma ou d'un animal de course, quoi. Hein, t'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Mais là, on est dans les périodes d'avant-guerre. Le client avait la parole. Aujourd'hui, le constructeur impose des règles. Il sort des modèles. Vous en voulez, vous la prenez. Vous en voulez pas, vous la laissez. C'est la différence qu'il y avait entre les premiers constructeurs automobiles et l'automobile d'aujourd'hui. Voilà. L'intérêt, c'est que c'est quand même des hors-séries tout en étant des séries traditionnelles. Par exemple, une berline, il y a eu des milliers. Des cabriolets, il y en a eu 100, 200, 300, jusqu'à 500, mais jamais bien plus. Oui, série limitée. C'est série limitée, et puis en plus,
que c'est le cabriolet, on roule quand même un petit peu avec, on décapote et c'est la joie, on voit les petits oiseaux, tout ça. La saison est favorable pour rouler avec des cabriolets, quoi. C'est ça. Ça permettait d'avoir deux modèles, le cabriolet ou la berline. Cette voiture, ça se trouve, là, elle est légendaire, mais c'est que ça se trouve. Si après moi quand je grandis je la redonne à mon fils ou ma fille et tout, et qu'après il la redonne à peu près, elle va plus devenir légendaire mais mythique. Non, ça veut dire que de plus en plus elle défile le temps, plus en plus elle est rare. Non, ce que je voulais dire, Owen, pour répondre à ta question, ces voitures, elles finiront soit dans des musées, soit derrière une vitrine dans une salle à manger. Pourquoi? Parce qu'elles sont hors conformité par le code de la route. L'encombrement des routes. On ne pourra plus aller sur les autoroutes, puisque bien sûr la vitesse est périmée. Quand tu roules avec un véhicule comme ça autour de 70 à 80 km/h, et je pense que je suis large encore, il ne faut pas que les côtes soient trop pontues. Donc disons qu'elles seront forcément exclues de la route. Voilà. Donc sur l'autoroute. D'ailleurs, on évitait les côtes à l'époque? Ben, il y en avait des côtes, il y en avait plus qu'aujourd'hui parce qu'on n'avait pas les moyens de gratter le terrain pour aplanir les routes. Donc, il y avait plus de revers, mais on roulait plus souvent en première qu'en deuxième ou en troisième. Voilà. Donc, ce que tu veux dire, c'est que l'autoroute, maintenant, c'est mort pour les voitures de ce type. Non, on les verra plus sur les autoroutes, ou alors à moins de faire un défilé officiel, mais autrement. Et aussi, ce qui n'est pas avec la loi avec ces voitures, c'est qu'avant, on n'avait pas besoin de ceinture de sécurité. Mais maintenant... si, parce que alors, j'ajouterais sur le plan technique, les voitures modernes sont beaucoup plus fiables par rapport à la conception, étant donné que c'est des ondes de forme, de choc. Les tôles sont faites d'une telle façon à ce que quand la voiture a un impact, l'amortisseur se met en route avec l'écrasement des tôles, de façon à ce que l'habitacle reste sans être déformé. Alors que les voitures anciennes, boum, c'est le choc, tout le monde passe par le pare-brise et fini. C'est toute la différence qui existe entre ces deux voitures, entre la moderne et l'ancienne. Je pense que là encore, pour ce véhicule, on est à la phase finale, elle est complète. Hein. Donc là, à partir de maintenant, il faudrait remonter dans le temps sur le passé. Comment elle a été récupérée. Et là, alors là... toute une histoire, n'est-ce pas? Bon, alors vous avez ici toute l'historique de cette voiture, telle qu'elle a été récupérée. Voilà, cette image est parlante, c'est la récupération. Alors, on a là et là. Bon, alors j'éviterai d'aller trop loin dans... là, voilà un peu, enfin, ce qu'il en reste. Ça a été un travail de Romain un peu pour la sortir. Parce qu'elle était... Comment tu l'as trouvé? Alors, par des relations, par un collègue qui m'a... Que son gamin allait aux champignons. Oui, tout à fait par hasard. Ouais. Le fils allait aux champignons et me connaissant un jour, il me dit, dis donc mon gamin, dans un taillé, il a découvert 2 épaves. Si ça t'intéresse, viens les voir avec nous. On trouve la voiture, la caisse, mais il manque des pièces. Et là, eh ben, il faut faire sa petite enquête. Et là, Raymond peut répondre à une question suivante. Comment tu as fait pour trouver le châssis? Allez Raymond, à toi. Alors là, c'était une histoire vraiment incroyable parce que un jour, je vais dans une bourse et puis il cherchait le joint de culasse. Alors j'étais sur un étalage avec des joints de culasse. Et puis j'étais en train de dire, bon ben il n'y a pas de joint de culasse de Renault. Et puis il y a un monsieur qui passe derrière moi, il dit, vous cherchez des pièces de Renault, quel Renault? Ben une Prima 4. Il me dit, ah bon, mais parce que moi j'ai un châssis complet Prima 4. Oula! J'ai dit, c'est que ça m'intéresse, j'ai un copain qui en restaure une. Alors c'est parti de là, il m'a donné son adresse que j'ai donné à Michel, Michel l'a contacté, et puis les affaires se sont faites comme ça, il a trouvé toutes les pièces qui manquaient. C'est vraiment le hasard à 100%. Et souvent dans le domaine de la recherche, le hasard fait bien les choses. Et une fois de plus, ben, ça a permis de sauver cette belle qui méritait toute notre attention, n'est-ce pas? Et une autre bourse,
C'était dans le Beaujolais aussi, on y va, on était avec le Grand Vent. On arrive à la bourse, il n'y avait que 2 stands. Oh ben j'ai laissé foutu, il n'y a pas de pièces. Mais le stand qu'il y avait, qu'est-ce que je vois là-bas? Des roues comme ça là. Oh, donc oui, des roues, c'est comme s'ils me les avaient données presque. Il y avait les roues, les pneus, les enjoliveurs. Et puis c'était pas prévu qu'on emmène 5 roues, on était avec le Vent, avec la Peugeot, je crois, il n'y avait pas de place. Alors les roues, il y en avait un peu dans le coffre, et il y avait Ducret, et puis je sais pas qui encore, sur leurs genoux derrière. On est arrivé avec les roues comme ça. Ah, c'était une grosse histoire. Là. Tout le monde a participé, tout le monde a participé plus ou moins à la restauration de cette voiture. Voilà. D'où l'intérêt collectif de la restauration patrimoniale. Alors comme mes amis me font toujours confiance quand je m'attaque à un sujet, ils savent très bien que je suis jusqu'au boutisme. Et là, une fois de plus, ils ont eu gain de cause, quoi. Voilà. J'ai cette pièce. Voilà. Ah, il m'en faut une autre. Il m'a fallu 3 essais avant d'arriver à ce résultat. Alors pour arriver à un tel résultat, il nous faut de l'aluminium. Et l'aluminium, ce ne sont jamais que des boîtes de conserve ou des bassines. Voilà, je vais par exemple. Voilà. 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 Alors mon ami Raymond, qui est spécialiste de la récup, alors il me fournit la matière première et moi je la transforme à la forge dans un récipient en fonte. Je monte à peu près entre 1000 et 1200 degrés pour obtenir une fusion, la fusion d'aluminium, qui ensuite est coulée dans des moules pour obtenir ce qu'on a ici. Voilà. Alors là, c'est des essais, c'est des loupés même. Alors pourquoi des loupés? Parce qu'il y a des inclusions, et l'inclusion au polissage, eh ben, c'est pas bon. Donc, il faut obtenir un état de surface parfait, et pour ça, la coulée ne le permet pas. Cette pièce fait donc partie de la coulée, mais celle-ci aussi, et bien d'autres. Celle-ci, celle-ci, avec tous ces supports, tout ce qui vient, tout l'arnachement mécanique. Ça par contre, ça c'est les pièces qui sont refabriquées en inox, c'est différent. Voilà. D'autres choses, cette pièce très importante, celle-ci, parce que bien sûr elle ne se retrouve pas dans le commerce, donc il faut la reconfectionner pour fixer Renault, et ainsi que l'orifice du bouchon du radiateur. Voilà. Ces pièces ont disparu, ainsi que les éléments des ouïes, il faut les reconfectionner. Donc l'acier adéquat, c'est pas de l'acier, puisque c'est du laiton, et le laiton permet le chromage alors que l'acier ne le permet pas. Autrefois, les constructeurs utilisaient de l'acier chromé avec un revêtement en cuivre. Seulement aujourd'hui, avec la pollution, les chromeurs ne peuvent plus le faire. Donc on travaille au minimum, mais on chrome des éléments sur acier, et puis au bout d'un certain temps, malheureusement, le chrome se dégrade. Voilà. Donc ici, alors on se retrouve avec un pare-choc en acier, cuivré, mais on ne le fait pas en France, il faut les envoyer à l'extérieur pour avoir de bons résultats. C'est quoi l'extérieur? C'est l'Espagne. Mais l'occasion faisant le larron, cette voiture étant... elle est dans la friche. Il faut la sauver absolument. Donc, pour la sauver, on fait des efforts. Mais vu la rareté de la pièce, on ne sait pas à quoi on s'expose. Hein. Parce que rassembler tout ce qui va manquer, c'est la croix et la bannière. Mais le résultat est là aujourd'hui. Mais dire qu'il y a des priorités, ça serait mentir. C'est en fonction de la décision de chacun pour dire je restaure cette pièce comme j'en restaurerai d'autres après, quoi. Voilà. C'est une rencontre impromptue. C'est une rencontre impromptue. Tu as bien répondu à la question. Merci. Voilà, ça va retourner à la fonderie et on fera autre chose.
autrefois, les dames de la belle société s'asseyaient sur le siège arrière, mais s'il y avait un peu de soleil ou un peu de vent ou un peu de pluie, elles se protégeaient de cette façon. Alors que le chauffeur, lui, pouvait prendre la flotte dans la gueule, ça gênait personne, n'est-ce pas? Voilà la raison pourquoi on pouvait mettre ces véhicules en milote. Continue. Vas-y. Attention à tes doigts. Ah bah c'est plus facile là. Voilà. Ah bah c'est nickel. Elle est plus jolie en décapoté. Ouais. Combien de temps pour la faire? Oh là là là. Combien de temps? En année ou en... Alors en année, en heure et en jour. Année. À la louche. Depuis 2009 à 2020. Pour enlever ça? 11 ans. Mais je peux pas dire. Attends là, je sais pas si tu filmes, mais le problème c'est que j'en ai fait d'autres entre temps. J'ai pas fait que celle-là. Donc je suis incapable de dire aujourd'hui, mais je dirais elle tourne autour de 3000 à 3500 heures. On peut dire les différentes étapes, parce qu'il y a de la boiserie dedans aussi. Il y a du cuir, il y a de la mécanique, il y a de la carrosserie. Ouais, je vois des défauts que je voyais pas. La boiserie. Alors la boiserie, alors c'est dommage puisqu'elle est entièrement habillée et on ne voit plus. Mais au départ, la caisse est construite tout en bois de façon à ce qu'on puisse appliquer les tôles par la suite. Pourquoi? Alors, dans les années d'avant-guerre, on ne connaissait pas les tubes, la tubulure, voilà, le terme tubulure qui a permis la conception des voitures modernes. Alors, à l'époque, pour remplacer le tube, eh bien, on mettait du bois et on clouait sur le bois. C'est la seule différence. Et là, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est assez compliqué, mais au moins, on peut, en fonction de la forme du bois, donner la forme de la tôle. Voilà. Mais une caisse complète, si on l'ouvre, si on la déshabille, on voit qu'une ossature bois qui permet de faire poser toutes les tôles qui sont bien sûr en forme, mais en même temps, elle a on découvre sa conception, contrairement à ce qu'on découvrirait avec une voiture moderne. Voilà, c'est tout. Donc il y a la partie bois. Tu commences par quelle partie, toi? Tôle, non? Non, je Ou commence... mécanique? Non, alors je me sers souvent des tôles en référence. Un exemple pour cette voiture, un panneau de tôle. Le seul panneau de tôle qui existait, c'était celui-là. Enfin, celui-là, ou plutôt le même, parce que l'autre était pourri. Et avec ça, je commence à me positionner mon montant de mon pied de caisse arrière et le pied de caisse avant. Donc ça me donne déjà l'encombrement de la caisse de la voiture. Et en fonction de ces positions, ça me permet de développer la partie arrière. Mais alors là, ça se fait pas en quelques heures, ça se fait en quelques jours. Donc ce qui fait que en empilant, en faisant un empilage successif, on arrive à reconstituer la caisse telle qu'elle est à l'origine. Mais parler de documents techniques pour avoir le développement précis, c'est impossible. Les bâtisseurs de l'époque, enfin les constructeurs de l'époque, n'avaient pas justement la même théorie qu'aujourd'hui. Ils travaillaient un peu à la petite semaine. Alors quand on dit à la petite semaine, c'est la méthode artisanale. Je reconstitue le véhicule avec des données, des pièces existantes, même pourries, mais pourries me donnent quand même le gabarit du véhicule, d'accord? Alors en fonction de la position de la tôle, des montants, des portières et du cul arrière, j'arrive à reconstituer le véhicule. Voilà, c'est tout. Sans commentaire. Et la mécanique? Ah bah la mécanique c'est un grand art, ça c'est, il faut le remettre à poil, mais là je suis à l'aise, je suis à l'aise. J'ai de la vieille mécanique et la mécanique ancienne est beaucoup plus facile à contrôler que la mécanique moderne. Donc pour moi je m'en fais qu'un grand plaisir quand j'ouvre ce capot. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça c'est la merdouille ça. Voilà, pour avoir apparaître un moteur latéral dans toute sa grandeur. Hein? Tu pars à partir d'une tôle
Tu commences à refaire des pièces d'origine, puis tu fais la boiserie pour faire la structure, le squelette. Ouais. Et après? Voilà, alors tu as donné le terme exact, c'est le squelette. Et en fonction du squelette, on habille de tôle. Je me suis permis de référencer tout ça avec les anciennes tôles qui me redonnent les gabarits. D'accord? Et alors, avec les gabarits des tôles existantes, ça me donne la forme du véhicule. Et avec ces tôles, ensuite, eh ben, je développe mes bois. Nettoyer le châssis, le décaper, le peindre, et après monter les accessoires sur le châssis. Le décaper comment? Tu le sables, c'est ça? Ou sablé ou gratté. Enfin, sablé, la plupart du temps, c'est sablé. Ça sert à quoi de sabler? Sabler, ça décape l'oxyde, la rouille donc, et les vieilles peintures. C'est-à-dire on repart sur des bases neuves, propres. Donc châssis, ensuite on place le train avant, le pont arrière, et enfin la mécanique qui a été révisée entièrement. Donc une fois tout ça installé sur le véhicule, alors après on s'attaque à la caisse. La sellerie, tu n'en as presque pas parlé. La sellerie, c'est pas mon travail, je l'ai donné à un professionnel, c'est un peu particulier, et donc sellerie et siège capote, c'est fait par un sellier. Et puis, on n'a pas parlé de la couleur. Pourquoi cette couleur? Pourquoi cette couleur? Très important la couleur. Ces voitures, en général, à l'époque, elles étaient plutôt de teinte foncée. Alors pour l'époque, ça doit être certainement satisfaisant, mais pour une voiture ancienne, quand on veut lui donner du cachet aujourd'hui, il vaut mieux lui donner une couleur vivifiante, criarde même à la limite. Hein, et partant de là, presque, on se croirait au cirque. Et alors à ce moment-là, elle a plus d'intérêt pour l'œil. Donc c'est la couleur de choix qui correspondait mieux à la voiture, comme elle l'a été pour la Berlier. Oui, elle est de 1935. La KZ24 est de 1935, je précise. KZ24 parce qu'elle s'est faite sur un an, à peu près un an. Entre le cabriolet et la berline, 35-36. On retrouve le même problème avec la 401. Alors j'ai été obligé de déroger par rapport à l'origine de Renault pour les raisons suivantes. Au niveau du freinage, était tellement inefficace, il freinait sur des câbles, donc des câbles mais sans palonnier. Alors ce qui faisait que les trains avant et le train arrière, soit ils bloquaient d'un côté, soit ils bloquaient de l'autre, il n'y avait pas de répartition du freinage. Alors moi j'ai apporté un petit supplément avec un galet de façon à ce que la tension du câble soit égale sur les roues droites et roues gauches. Donc ça c'est un petit additif que Renault n'avait pas osé faire ou ignorer, ou pour une question d'économie à l'époque. C'est des petits gadgets, mais enfin qui ont leur impact pour pouvoir utiliser le véhicule, dans les bonnes conditions d'ailleurs. Est-ce que ça a été compliqué de la faire? Assez. Pourquoi? Parce que, étant donné que un cabriolet a un inconvénient, c'est qu'il subit les outrages du temps. Et une berline? Comme c'est un cabriolet, oui. Une berline, elle a l'avantage d'avoir un pavillon. Elle est donc protégée par les intempéries. Alors qu'un cabriolet, c'est jamais qu'une vulgaire bâche qui recouvre l'ensemble. Ce qui fait que quand la capote est détruite, usée par le temps, puis c'est assez rapide, eh bien tout s'effondre, parce que l'eau rentre dans l'habitat, fait pourrir les planchers, les sièges, etc. Donc pratiquement très peu de choses sont récupérables. Alors il faut tout recalculer, tout recomposer le véhicule de A à Z pour arriver à retrouver sa cote d'origine. D'où la difficulté de restaurer des cabriolets. Voilà. Et il y en a combien de ce modèle-là dans le monde? Alors, parlons pas dans le monde, parce que à l'époque, c'est des véhicules qui étaient surtout commercialisés sur le territoire français. On faisait très peu d'importation. Donc, à mon avis, si on a entre 200 et 300 voitures de l'époque, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Mystère, gros point d'interrogation. Il faudrait faire une petite enquête dans le domaine des collectionneurs pour arriver à savoir si
On a dépassé la vingtaine, parce que je dis, et encore, 20 véhicules sur le territoire, ça paraît beaucoup. La plus difficile, c'est certainement l'ossature bois. Elle nécessite un empilage. Alors, pour ça, le bois, c'est tout fait main, étant donné que tout est à rayon. Alors, les rayons, obligatoirement, nécessitent des courbures particulières. Il faut mettre du grand, c'est-à-dire qu'il faut mettre plus que le volume d'origine, afin d'obtenir un résultat concret pour l'ajustage des tôles, pour que la voiture soit fonctionnelle. Voilà. Donc tout ça nécessite un travail bien particulier au niveau de l'ossature bois. Ça, c'est le premier travail le plus délicat. Est-ce que tu connais l'origine des voitures que tu restaures? Oui, pour certains, entre autres la Merlier, où son ancien propriétaire s'est fait qu'un plaisir de savoir qu'un jour sa voiture revivrait, étant donné qu'on verra sur les photos l'état du véhicule tel qu'il a été récupéré dans les bois, hein, dans les taillis si tu préfères. Les arbres les ont poussés à travers. Donc le propriétaire encore vivant à notre époque, il est surpris de voir que son véhicule a été remis en état comme elle était quand il l'a connu lors de ses 20 ans. Alors tout ça, tu vois, c'est faire revivre la matière et en plus là, véhicule, c'est formidable. Le plus gros plaisir, c'est pas de l'écouter tourner, c'est de la reconstruire. Quand elle est finie, pour moi c'est réglé. T'as déjà vu des voitures comme ça sur Paris? Dans ma vie, des voitures comme ça, j'en ai vu 2 ou 3. Alors, j'en ai vu plein parce que t'en as plein. Ah non, mais des voitures à quelqu'un d'autre, des comme ça, je dois en avoir vu. Sur Paris, je dois en avoir vu un chiffre comme ça, ou un, je sais pas. Les voitures comme ça, elles ont pratiquement disparu de la circulation, en gros dans les années début 60, 1960, donc on est quand même à près de 60 ans, hein. Ça fait du monde ça. Ce qui fait qu'on peut s'en servir qu'occasionnellement pour les passionnés pour faire des défilés, ou à la demande de communes qui veulent, pour l'agrément, des sorties de groupe avec différents modèles pour refaire voir et refaire vivre à l'époque des voitures de cette époque. Oui, qui ont appartenu à nos grands-parents. Hein. Moi personnellement, j'ai pas roulé dans ces véhicules, j'étais trop jeune, mais c'est les parents ou les grands-parents qui l'ont utilisé. Donc l'automobile a été améliorée dans le bon sens. Malheureusement, on a perdu un peu sur le style des voitures d'autrefois, sur les chromes des voitures d'autrefois, sur les peintures d'autrefois. La voiture était personnalisée, elle appartenait à un type de propriétaire qui la voulait comme ça. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus le faire. Tu achètes un modèle, il est ce qu'il est, et il te plaît ou il te plaît pas, mais s'il ne te plaît pas, tu vas en chercher un autre. Moi, je trouve personnellement que les voitures d'avant, que je restaure, sont plus jolies que celles modernes. Mais elles sont plus stylées, plus jolies, mais elles sont moins efficaces dans le sens elles polluent plus. À l'époque, on est à la naissance de l'automobile. Il y a quoi? Il y a 20 ans qu'elle est arrivée au monde. Les ingénieurs ont réussi à la mettre à peu près au point. Et on se rend compte qu'on peut se déplacer autrement qu'avec un cheval. Non, à la place du cheval, on a mis un moteur. Tu te rends compte du progrès entre le début du siècle et les années 30, d'où les véhicules tels qu'il est actuellement. On a quoi? On a 20 années d'amélioration de mécanique. Tu te rends compte, les ingénieurs de l'époque n'avaient pas d'ordinateur. Et pourtant, ils avaient réussi à concevoir des véhicules qui fonctionnaient. Tant bien que mal, bien sûr, mais qui fonctionnaient. Alors, un véhicule pour 100 habitants, aujourd'hui, c'est 2 véhicules par habitant. La pollution est bien différente par rapport au début du siècle, n'est-ce pas? Oui, c'est que plus on remonte dans le temps, plus les automobiles étaient plus chères. Parce que c'était
des gens sans voiture, bah, c'était normal. Là, c'est le mot sacré. Ceux avec des voitures que tu restaures, c'était des riches. Tout à fait. Voilà. Là, tu as mis le doigt sur le point sensible. L'automobile s'est démocratisée après les années 60, où à peu près un couple normal pouvait obtenir une voiture. Mais avant, effectivement, ça touchait une clientèle particulière, aisée. Voilà, tu as mis le doigt dans l'engrenage, c'est vrai, c'est ça. Donc c'est une sélection naturelle, dans le fond. On ne pouvait pas obtenir une voiture. Une voiture, moi, j'ai pris l'exemple de la Verlier, 39 000 francs de l'époque. C'était des francs à l'époque. C'était des francs, ça représentait, je ne sais plus si c'est 10 ou 15 ans de salaire pour obtenir une voiture. Donc c'était impossible, en donnant sa paye complète. Donc ça c'était impossible. Non, une voiture moderne c'est 10 000 euros. À l'époque ça représentait 100 000 euros. Tu ne peux pas l'avoir dans les mêmes conditions. Il y a une différence, c'est 10 fois plus que maintenant. Et ben voilà. Donc, tu vois pourquoi les gens de cette époque ne pouvaient pas avoir une voiture.